Nous sommes dimanche 3 février, il est 13 h sur RTI 1, voici votre journal. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé hier à Korogo le projet BID UEMOA d'hydraulique et assainissement en milieu rural. Un projet de plus de 8 milliards de francs CFA qui a pour objectif d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et l'assainissement en milieu rural. Vous le verrez dès le début de cette édition. La machine administrative agricole de Côte d'Ivoire a évalué récemment son parcours 2018. L'on note une réduction de la pauvreté en milieu rural grâce aux cultures de rente et les cultures vivrières qui ont connu une croissance de 8%. Cependant, de nombreux défis restent à relever. Vous le verrez. Les pourparlers de Khartoum entre le gouvernement et 14 groupes armés de la République centrafricaine ont abouti à un accord de paix, le 7e depuis 2012. Le nouvel accord a été négocié sous l'égide de l'Union africaine et de l'ONU. Il doit relancer et ancrer la paix et l'espoir dans un pays endeuillé par des années de conflits. L'hémophilie, c'est une maladie héréditaire assez rare, un trouble de la coagulation. Lors d'un saignement, le sang des personnes hémophiles ne coagule pas normalement. Les saignements ne sont pas plus importants, mais sans traitement, ils peuvent être plus fréquents et durer plus longtemps que la normale. D'où l'importance d'un bon suivi et d'un bon traitement. Et justement, comment doit-on traiter l'hémophilie? Et qu'en est-il de la prise en charge en Côte d'Ivoire? Pour en parler, nous recevons dans le cadre du magazine du dimanche professeur Ibrahima Sanogo, le chef du service hématologie clinique au CHU de Yopougon. Bonjour professeur. Bonjour, M. Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On se retrouve tout à l'heure, dans 30 minutes. Merci. À tout à l'heure, professeur. Rendons-nous tout de suite à Benguebougou, village situé à quelques 20 km de Korogo. Hier samedi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y a lancé le projet BID UEMOA d'hydraulique et assainissement en milieu rural. Ce projet de plus de 8 milliards de francs CFA a pour objectif d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et l'assainissement en milieu rural. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des autorités administratives de la région et de notre reporter Ami Sissoko. Ce puits est l'un des rares de Benguebougou qui n'a pas totalement tari en cette période de sécheresse. S'approvisionner en eau potable que de difficultés pour les habitants de ce village situé à 20 km de Korogo. Ce samedi 2 février, jour de lancement du projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, l'ONEP leur apporte exceptionnellement de l'eau potable. Le dit projet va permettre d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans les districts des Savanes et du Denguélé avec la réalisation de 120 forages et de 30 systèmes villageois d'adduction d'eau. Le projet prend aussi en compte l'assainissement du cadre de vie et à terme, il réalisera plus de 2000 latrines domiciliaires. La question de l'eau potable constitue une priorité partagée par les différentes régions ici présentes. Merci pour ce projet qui traduit en actes les promesses faites par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, dont le programme de gouvernement réserve une part importante au social. Ce projet d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, piloté par l'ONEP, Office national de l'eau potable, est financé conjointement par la Banque islamique de développement BID, l'UEMOA et la Côte d'Ivoire. Coût, plus de 8 milliards de francs CFA. De 2002, l'année où la Côte d'Ivoire est devenue pays membre de la BID à nos jours, le total des approbations du groupe de la BID en faveur de la Côte d'Ivoire se chiffre à 1800 millions de dollars US pour 69 opérations. Nul besoin de rappeler ici que l'accès à l'eau et aux ouvrages d'assainissement reste un défi important dans le développement de nos États membres, surtout dans le contexte actuel des changements climatiques. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre Amadou Gon. À ce côté, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, signe que le projet constitue l'une des actions prioritaires du gouvernement. La cérémonie qui nous réunit ce jour est un élément supplémentaire pour montrer à quel point les points d'application de notre coopération sont fort judicieux et répondent aux préoccupations de nos populations. Soyez assurés que l'Office national de l'eau potable, avec à sa tête son directeur général et son président du conseil d'administration que je veux ici saluer, donc feront tout pour que ce projet soit mis en œuvre dans les délais et dans les coûts qui ont été prescrits et avec la qualité qui sied.
Le projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural est issu du programme économique régional de l'UEMOA. Il prévoit dans le secteur de l'eau potable la réalisation de 8000 forages dans les 8 pays de l'espace UEMOA. La réalisation de l'autoroute Bouaké frontière Burkina Faso se précise. Les études préliminaires sont achevées et elles viennent même d'être restituées lors d'une séance organisée par l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes. Ces études ont concerné le tracé de l'autoroute sous-régionale. Les précisions de Cheikh Koné et Jean-Jacques Kouaméala. Le projet autoroutier Bouaké frontière Mali-Burkina Faso via Ferkessédougou avance à grands pas. Sur un total de 3 études, 2 portant sur les études préliminaires et des recherches, ainsi que sur les aspects techniques d'avant-projet sommaire, ont été présentés lors de cette séance de restitution. 3 tracés ont été retenus pour la réalisation de ce projet. Il s'agit des tronçons Bouaké-Ferké, 250 km, Ferké-Burkina Faso, 80 km, et enfin Ferké-Mali, 100 km, soit un linéaire total de 430 km. L'étape d'aujourd'hui, c'est pour arrêter un tracé. Donc le bureau d'études a fait plusieurs variantes. Ces variantes vont être exposées, discutées par les techniciens et un rapport sera produit à l'attention des autorités. La troisième et dernière phase de cette étude portera sur l'avant-projet détaillé qui déterminera le tracé définitif de l'autoroute. Cette étape sera suivie de la préparation des dossiers d'appel d'offres. Ces études, d'un coût de plus de 1 milliard de francs CFA, sont conduites par un cabinet tunisien. Nous avons recommandé un tracé ou un couloir sur lequel on doit mener les études d'APS et l'AGEROUTE nous a confirmé son choix sur lequel nous avons fait les études d'APS que nous venons de présenter aujourd'hui. Nous finançons le tronçon Oualangoulou-Dougou, frontière Côte d'Ivoire, étant donné que le Mali a réalisé les études du tronçon Sikasso vers la frontière Côte d'Ivoire. De sorte que nous rentrons dans un maillage de réseau autoroutier régional. Ce projet d'autoroute est un maillon important de ce vaste schéma autoroutier que la Commission est en train de mettre en œuvre avec les États. Dans le cadre du financement de cette étude, qui s'inscrit dans la politique d'intégration et de mobilité sous-régionale, la Commission de l'UEMOA a investi plus de 10 milliards de francs CFA pour les 3 pays concernés par le projet, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. On parle maintenant agriculture. En 2018, les cultures de rente et cultures vivrières en Côte d'Ivoire ont connu une croissance de 8% et les revenus des producteurs de 14%, ce qui a contribué à réduire la pauvreté de 6% en milieu rural. Pour 2019, la machine administrative agricole mettra l'accent sur la sécurité alimentaire, un programme qui sera financé par l'Union européenne à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Les explications de Noël Niagno. L'administration agricole de Côte d'Ivoire, dans toutes ses composantes, a marqué ce jour du vendredi 1er février une halte. Objectif, passer au scanner l'année 2018 en visitant tous les champs, sans oublier ceux de la coopération internationale pour mieux sélectionner les semences de 2019 et faire les semis conséquents. Sur le tableau des évaluations des différents segments de l'administration agricole, signalons entre autres l'amélioration des capacités de mobilité des services déconcentrés et la réhabilitation de certaines directions. Avec un investissement d'un montant d'1,397 milliard de francs CFA, chaque directeur régional et pratiquement tous les DD disposent aujourd'hui de moyens de déplacement. Il en est de même au titre des constructions et des réhabilitations des directions déconcentrées, avec des travaux réalisés à hauteur de 2,308 milliards de francs et des marchés déjà engagés pour plus de 7 milliards de francs. Les producteurs récoltent les fruits des réformes avec des hausses de production et de revenus, grâce à la mise en œuvre réussie du PNIA, Programme national d'investissement agricole. Le taux de croissance annuel moyen des productions a été de 8%. Dans le PNIA 1, le document de simulation indiquait qu'il fallait un taux de croissance de 7,8% pour les cultures vivrières et de 6,2% pour les cultures de rente. Ça veut dire en clair que sur les 5 ans de mise en œuvre du PNIA, l'objectif qui était assigné de faire la croissance des productions agricoles a été complètement atteint et dépassé. Pour 2019, les organes des filières réformées feront l'objet d'attention particulière pour les rendre davantage performantes. Un des centres d'intérêt de cette année 2019
le programme consacré à la sécurité alimentaire grâce à un appui de l'Union européenne. Il permettra de mettre sur le marché une quantité additionnelle de 420 000 tonnes de produits frais et transformés de manioc. Il prévoit la réhabilitation de 300 hectares de périmètre irrigué pour 1500 ménages et l'installation de 19 serres de 510 mètres carrés sur l'ensemble du territoire national. Soulignons sur l'agenda 2019 la tenue du 3e salon de l'agriculture de l'Air Ouattara, avec pour thème l'agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture ivoirienne? Les résultats de la 3e évaluation des dépenses publiques et responsabilités financières en Côte d'Ivoire ont été dévoilés récemment par les experts de l'Union européenne. C'était en présence de Moussa Sanogo, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Le rapport PEFA 2017 indique que le système de gestion des finances publiques de Côte d'Ivoire est en rapide évolution. On en sait plus avec Noussangari et Mahama Traoré. Les résultats de la 3e évaluation des dépenses publiques et responsabilités financières PEFA en Côte d'Ivoire sont connus. Ils révèlent que le système de gestion des finances publiques de la Côte d'Ivoire est en nette évolution, notamment vers le nouveau système de budget orienté, conformément aux directives de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le rapport mentionne aussi l'implémentation réussie de nouvelles technologies dans la gestion des dépenses publiques en Côte d'Ivoire. Il y a des normes internationales qui servent de référence, qui sont de plus en plus exigeantes. Suivre ces rythmes PEFA en plus d'un travail quotidien, ça demande beaucoup d'efforts. Et donc cette évaluation indépendante montre que vos équipes, monsieur le secrétaire général, et celles du gouvernement, ont été vraiment à l'auteur des défis. Malgré ces efforts, certains aspects restent à améliorer, notamment le système de contrôle, d'audit et de vérification interne et externe, la supervision des entreprises publiques, la proportion des marchés passés hors procédure concurrentielle et le système de remontée des informations, notamment sur la dette. La réforme de la gestion des finances publiques est un axe central du plan national de développement 2016-2020 qui vise à réaliser des performances satisfaisantes en matière de gouvernance économique. À cet égard, le PEFA, outil d'évaluation des forces et faiblesses du système de gestion des finances publiques au moyen d'indicateurs quantitatifs, constitue une boussole permettant de réajuster notre trajectoire sur le schéma des réformes idoines. L'évaluation des dépenses publiques et responsabilités financières permet d'analyser le système de gestion des finances publiques d'un pays. Il est réalisé tous les 4 ans à la demande du pays qui souhaite un regard extérieur sur son système de gestion. La Côte d'Ivoire en est à sa 3e évaluation après celle de 2008 et de 2013. L'opération Grand Ménage, initiée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, a lieu le premier samedi de chaque mois. Elle consiste à rendre nos quartiers et nos rues propres. Hier, 2 février, c'est San Pedro qui a accueilli la 24e édition de l'opération en présence de la ministre Anne-Désirée Ouloto. Sam Conan est notre correspondant dans la région. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité à San Pedro dans le cadre de l'opération Grand Ménage, qui est à sa 24e édition. Première étape, la voie qui part du rond-point de la cité au quartier Lac. Pelle en main, Anne-Désirée Ouloto donne le top départ de l'opération. Dans un nuage de poussière, les autorités de la ville, avec à leur tête le premier magistrat, Félix Anoblé, lui emboîtent le pas. Les militaires sont même de la partie. Le bitume, les caniveaux, tout est nettoyé. Malheureusement, les riverains et autres occupants du trottoir ne se sentent pas interpellés. Ils sont plutôt des spectateurs, ce que les autorités ne trouvent pas normal. Place donc à la sensibilisation. Le problème, c'est que nous, on a fait l'opération aujourd'hui. Vous nous regardez et je vous vois, vous êtes assise là-bas, vous nous regardez. Je pensais que vous auriez couru pour dire, Madame le ministre, laisse-moi balayer, c'est notre coin. Est-ce qu'on pourra faire la police après vous tous les jours? Si lundi matin, le maire ne vient pas vous dire, est-ce que vous allez balayer? Comment se fait-il que devant la pharmacie, on retrouve plein de saletés?
Ça veut donc dire que vous ne faites pas votre travail. Vous allez dire que c'est la mairie. C'est ça. Mais si devant chez vous c'est sale, ça veut dire que chez vous aussi c'est sale. N'est-ce pas? Donc je pense qu'il faut vous organiser désormais. D'abord ça, ce n'est pas très bien de mettre du papier. Enlevez ça. On ne peut pas mettre un carton comme ça devant une pharmacie. Voilà. Nous avons décidé de balayer chaque matin et après avoir fini de vendre. Le soir, nous devons balayer pour rendre la Côte d'Ivoire très très propre. Je voudrais effectivement soutenir l'initiative du maire qui, depuis un moment, effectivement, sollicite tous les concitoyens à rendre cette ville propre et à leur inculquer effectivement une culture de propreté. Après le rond-point de la cité, cap sur le carrefour Mori, où tous les caniveaux sont bouchés par des déchets. L'opération ici consiste au curage de ces caniveaux. Le grand marché de la ville, comme troisième étape de l'opération Grand Ménage à San Pedro. Balai en main, la ministre Anne-Désirée Ouloto et le maire Félix Anoblé montrent l'exemple aux commerçants. Quatrième et dernière étape, la place Ado. Comme partout où elle est passée, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé à l'installation du comité régional de coordination pour la salubrité et l'hygiène. Elle a remis par la même occasion du matériel d'entretien et de nettoyage ainsi que des diplômes. Anne-Désirée Ouloto se réjouit de la réussite de la 24e édition de l'opération Grand Ménage, même si la pluie s'en est mêlée vers la fin. Pour 2019, les choses ne seront plus comme par le passé. Désormais, il revient aux maires des communes d'initier et de convier le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à une opération Grand Ménage. Félix Anoblé, le maire de San Pedro, a offert un véhicule qui va nettoyer les rues. Il a annoncé un concours du quartier le plus propre. Objectif, faire de San Pedro la ville la plus propre de Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Sam Conan, notre correspondant à San Pedro. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'on a célébré jeudi les agents lauréats du prix national d'excellence. Une occasion pour le département de Ramatali Bakayoko de faire son bilan et de penser un plan stratégique pour la mise en œuvre de ces projets en cette année 2019. Le compte-rendu de nos reporters Jean-Marc Djadji et Issa Yeo. L'abnégation au travail et la contribution significative au développement de la Côte d'Ivoire ont permis à 9 agents du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'être lauréats du prix national d'excellence 2018. À l'occasion, la ministre Bakayoko Liramata a félicité ses agents pour les objectifs réalisés en 2018 et dévoilé ses projets à court terme. Il y a un important travail qui a été fait, qu'il s'agisse des droits de l'enfant, des droits de la femme, qu'il s'agisse de la famille. Mais nous avons donc fait le bilan et nous allons aller à un atelier pour voir comment nous allons consolider ces acquis. Parce que l'objectif pour nous, c'est par exemple 0 enfant dans la rue. L'objectif pour nous, c'est 0 enfant sans famille. Même s'ils n'ont pas de famille, l'État doit être là pour protéger ses enfants. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et ses agents se sont engagés à améliorer le dispositif de pilotage des activités et à faciliter la mise en œuvre du plan national stratégique pour l'année 2019. À la Ligue ivoirienne des secrétaires, l'heure est au bilan. Les membres se sont réunis la semaine dernière à leur siège ici à Cocody pour faire le point des 12 derniers mois. Les secrétaires notent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail, mais souhaitent toutefois la revalorisation de leur corporation en 2019. C'est un reportage que signent Sephora Zegui et Walter Amadou Ouattara. La Ligue ivoirienne des secrétaires de Côte d'Ivoire dresse son bilan 2018. Cette fédération des secrétaires a pour mission d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail de ses membres. Selon Catherine Assalé, présidente de cette corporation de femmes, plusieurs opportunités s'offriront à elle en 2019. En un an, nous avons pu faire des formations. Pour les 2 années à venir, comme je l'ai dit, nous allons continuer dans la formation. Nous allons aller vers l'extérieur. Nous sommes actuellement en partenariat avec la Fédération française des métiers du secrétariat et c'est d'ailleurs
leur présidente qui viendra pour nous entretenir pour la conférence inaugurale à la 3e édition du Salon international. Et nous avons à cœur de mener des actions sociales également. 2018, une année jugée positive selon les secrétaires de la liste. Elles souhaitent toutefois une révalorisation de leur corporation. Nous vous encourageons à engager des négociations auprès du ministère de tutelle pour le changement du nom du diplôme. Pour qu'il y ait un changement d'appellation définitif, cela passe par remplacer le BTS secrétariat bureautique en BTS assistant de direction. Le moment est venu de nous mettre ensemble à l'effet d'uniformiser un profil de carrière unique pour toutes les assistantes du pays. La Ligue ivoirienne des secrétaires de Côte d'Ivoire compte plus de 16 000 membres. Le 14 avril prochain, la liste va fêter ses 40 années d'existence. On va maintenant à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Sur place, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a fait un don aux étudiants de l'université Lorounion-Guédé. Ce week-end, Mamadou Touré leur a offert une centaine de matelas et 200 chaises, de quoi améliorer leurs conditions de vie et d'études. Mamadou Kouassi est de retour du Haut-Sassandra. Le ministre Mamadou Touré à l'université Lorounion-Guédé de Daloa. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes y est. Pas pour prendre des cours, encore moins pour enseigner. Ce cadre, la région de Haut-Sassandra est venue honorer un engagement pris il y a seulement 3 mois, lors de son passage dans la cité universitaire. Mamadou Touré offre aux étudiants de l'université 100 matelas et 200 chaises. Un don pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses étudiants. Les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés, qui doivent être résolues, ne peuvent pas être prises comme prétexte d'un échec. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Les difficultés sont faites pour être surmontées. Parce que dans les conditions plus difficiles, vous avez aujourd'hui souvent même certains de vos encadreurs ici qui ont pu réussir. Donc c'est vraiment le conseil que je vais vous donner en tant que grand frère. Vous êtes une jeunesse entreprenante. Ne soyez pas cette jeunesse qui attend tout. Soyez cette jeunesse aussi qui peut aller aussi prendre des initiatives pour sa propre évolution. Les dons ont été réceptionnés par la présidente de l'université Lorounion-Guédé de Daloa. Abiba Sandogo et le porte-parole des étudiants, Fulgence Assi, ont exprimé leur gratitude au ministre Mamadou Touré. Une promesse de bon usage de ces dons qui viennent renforcer l'existant a été faite aux représentants du gouvernement par les bénéficiaires. Le ministre Mamadou Touré a également exhorté les étudiants au travail. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes soutient que ce geste vient accompagner toute une série d'actions initiées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants de l'université Lorounion-Guédé de Daloa. Il y a du cinéma dans ce journal, ou plutôt un cours de cinéma. Qui est critique de cinéma? La critique cinématographique peut-elle aider à l'amélioration d'un film? Que vaut-elle encore à l'heure des réseaux sociaux? Quel rapport existe-t-il entre le critique de cinéma et les cinéastes ou réalisateurs? Notre reporter Issa Yeo nous parle aujourd'hui de ce métier peu connu de critique de cinéma, dont le rôle est de disséquer un film ou une production. On regarde. Palais de la culture de Trècheville, des cinéphiles sont venus assister à la grande première du film Interprète 2, réalisé par Kadi Touré. Suite logique d'Interprète 1, qui a connu un grand succès. À la fin du film, hors de la salle de projection, chaque cinéphile y va de son commentaire. L'amour d'un homme pour une femme, malgré tout ce qu'elle lui a fait, l'homme, il a pardonné. Et c'est cette partie du film qui m'a plu. C'est toujours ainsi. Après chaque projection du film, le public ne se fait pas prier pour donner son avis et exprimer ses émotions. Si les propos d'après-projection représentent pour le cinéphile sa critique personnelle, il ne saurait être tenu pour critique cinématographique. Aller s'asseoir sur un ordinateur et envoyer des trucs pour dire voilà ce que je pense, ce n'est pas de la critique. La critique doit être objective. Le critique de cinéma est celui à qui revient la charge de disséquer un film à partir d'une grille de lecture bien spécifique au 7e art, avec cette exigence de taille, avoir fait des études de cinéma. On n'est pas critique parce qu'on vient regarder un film et on en parle. Avant d'être critique, il faut être professionnel. Avant d'être critique, il faut étudier. Il faut savoir c'est quoi le cinéma, il faut savoir c'est quoi un cadre, il faut savoir c'est quoi un scénario. Si on ne connaît pas ces termes-là, on ne peut pas critiquer un film. Aller à l'école du cinéma, une idée qui n'est pas forcément la mieux partagée.
On peut être critique des cinémas pourvu qu'on maîtrise le langage cinématographique. C'est la vision des experts du 7e art. Un critique d'art plastique, on ne lui demande pas d'avoir fait l'école des beaux-arts. Mais il faut être informé. Quand on dit informé, ça veut dire qu'il faut avoir étudié la discipline du point de vue de l'histoire, du point de vue des mouvements, du point de vue des matériaux et puis du point de vue aussi de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, tous ces domaines-là sont devenus des enjeux économiques globaux. Le scénario, les images, le son, la musique sont entre autres des éléments d'appréciation que prend en compte le critique des cinémas. Celui-ci doit en outre faire preuve d'humilité lorsqu'il décortique un film. Le critique essaie de comprendre le processus de fabrication du film, le contexte dans lequel il a été réalisé et quels sont les objectifs que l'auteur a voulu atteindre. Si vous mettez dans cette optique de découverte et de compréhension, c'est sûr et certain que votre critique peut être objective, mais la grande erreur, c'est de vouloir faire le film à la place du réalisateur. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Depuis les débuts du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, la critique des cinémas a été d'un apport appréciable à cet événement en termes d'amélioration de la qualité des films en compétition. Bien d'observateurs et hommes des arts et lettres peuvent intervenir à toutes les étapes de la production du film. Il faut déjà qu'il y ait une critique de votre film à partir du scénario. C'est-à-dire que Tartampion, quelqu'un qui sait simplement lire, écoute, regarde votre film, et dit « Ah, c'est décousu, ou ça va, ou... » Voilà. Voyez-vous, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant à faire. Et moi, j'avoue que mes scénarios sont lus par tout le monde. Paradoxe, le FESPACO gagne en notoriété au fil des éditions. Mais depuis plusieurs années, la critique n'est plus intense à ces manifestations. La critique cinématographique morte pour le FESPACO à Ouaga est ressuscitée au Festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc. Après des séances de projection, les cinéastes sont soumis à l'exercice des critiques. Grâce à cet exercice, le cinéaste, comme le réalisateur, est amené à voir ses insuffisances et à rectifier le tir. Tous mettent à profit cette lucarne pour dire les aspirations profondes. Tout choix est critiquable. Nous avons estimé que même au Mali, tourner en français permettait de rendre le film plus accessible à tout le monde. Parce qu'à Tombouctou, même où nous avons tourné, il y a beaucoup de gens là-bas qui ne comprennent pas Bambara. Chacun a sa perception des choses et a sa propre réflexion par rapport au film. Et c'était intéressant de voir comment chacun pensait le film. Jusqu'à une certaine époque, les analyses des critiques de cinéma avaient beaucoup de pertinence. Mais avec l'avènement des TIC et le facile accès à l'Internet, le métier est confronté à de nombreuses difficultés. Il suffit d'un clic pour accéder à un film et donner son avis. Cette facilité d'appréciation des productions largement partagées sur la toile est décriée par les experts du cinéma. Aujourd'hui, avec Internet, je crois qu'on est dans une période où tout est rapide, tout est éphémère, où notre mémoire aussi nous quitte, il faut le voir. Il faut vite consommer, plier. Il y en a même, et on l'a souligné, des gens qui écrivent leur papier ou qui donnent leur impression au moment même où le film est diffusé. C'est de l'opinion. Or, il faut quand même, pour être critique, avoir une connaissance, c'est-à-dire être au fait de l'histoire du cinéma, être au fait aussi des différents mouvements, des différents genres cinématographiques. Les réseaux sociaux, c'est anonyme, c'est collectif, tout le monde peut y être, c'est gratuit, mais derrière, il y a des puissances quand même. Critiqué par le public ou jugé par les critiques, le film reste porteur d'intérêt. Et de ce point de vue, les cinéastes ou les réalisateurs sont invités à produire des films de qualité. Après tout, lors des festivals, le prix grand public est décerné comme le prix de la critique. C'était un reportage de Issa Chonan Yeo. Au Sénégal, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février commence officiellement ce dimanche. Les 5 candidats en lice, le sortant Macky Sall, Idrissa Seck, Issa Sall, Madick Niang et Ousmane Sonko ont jusqu'au 22 février, soit 2 jours avant le scrutin, pour convaincre.
À Khartoum, au Soudan, vous allez le voir en image, un accord de paix a été trouvé hier samedi 2 février entre le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés représentés. Les négociations qui ont eu lieu sous l'égide de l'Union africaine se sont ouvertes officiellement le 24 janvier dernier et ont débuté le lendemain. Elles ont été suspendues un temps à cause de désaccords. Et samedi soir, il semblerait que les différentes parties se soient mises d'accord. Néanmoins, les dispositions exactes restent incertaines. Nous allons maintenant recevoir l'invité du Dimanche Magazine. Et aujourd'hui, cet invité, c'est professeur Ibrahima Sanogo, chef du service hématologie clinique au CHU de Yopougon. Nous allons donc, professeur, avant d'entamer cette édition, nous allons suivre ce reportage. En Côte d'Ivoire, on enregistre une centaine de malades hémophiles atteints de la forme sévère, une maladie chronique héréditaire de la coagulation sanguine qui touche essentiellement les petits garçons, le chromosome X étant le gène porteur. Par manque de dépistage ou en absence de traitement, certains malades meurent très jeunes. Pour contribuer à l'amélioration de la prise en charge, une expérience de jumelage entre la Côte d'Ivoire et la Belgique a été initiée en 2014 par la Fédération mondiale de l'hémophilie. 5 années de travail qui ont abouti à des résultats porteurs d'espoir pour les patients. Après 5 années, de nombreux patients ont été dépistés. Des mamans porteuses sont également mieux informées pour traiter leurs enfants, mais également savoir qu'en cas de naissance d'un petit garçon, il faut faire le dépistage. De nombreux patients ont des bilans articulaires, bénéficient de kinésithérapie. Ils ont des traitements maintenant à la maison, avec soit des infirmières, soit des parents ou les patients eux-mêmes qui sont capables de se traiter. Il y a déjà 17 enfants qui bénéficient d'injections préventives pour éliminer les saignements, mais de nombreux autres patients, grâce aux dons de produits de la Fédération de l'hémophilie, sont également traités de façon occasionnelle. Diagnostic et traitement possible à présent, les médecins plaident pour la cause de l'hémophilie au niveau gouvernemental. Il faut que les autorités sanitaires en Côte d'Ivoire prennent conscience de ce qui a été fait, des résultats, et voir dans quelle mesure elle peut aider la communauté médicale, la communauté des patients, les hémophiles, à garder le cap. Le gouvernement doit inscrire l'hémophilie dans son plan national des maladies, avoir une ligne budgétaire dans le ministère de la Santé, de manière à pouvoir investir et acheter des produits de traitement qui sont dans le monde. Prenant note des résultats de l'expérience de jumelage entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a apporté son soutien aux médecins et à l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire qui ont œuvré pour l'amélioration de la qualité de vie des hémophiles. Merci professeur d'être venu sur notre plateau. Dites-nous, professeur Sanogo, qu'est-ce que l'hémophilie? Merci M. Diaby. Je voudrais, avant de répondre, que vous me permettiez de remercier M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui nous soutient. Docteur Aka Ouele. Qui nous soutient dans le cadre de la prise en charge de l'hémophilie. D'accord. Qu'est-ce que c'est? De façon simple, hein, un hémophile, qu'est-ce que c'est? Alors, de façon simple, un hémophile, c'est un patient qui a des difficultés de coagulation. Donc, quand il va se blesser, le saignement va être prolongé. Et parfois, si la lésion est importante, le saignement est si important que sa vie peut être en danger. Alors, c'est une maladie du sang qui est transmise de façon héréditaire. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Pourquoi c'est une maladie génétique et comment ça se transmet? Alors, c'est une maladie qui est particulière en ce sens que c'est la mère qui transmet. Et la mère s'appelle donc conductrice. Et heureusement, la mère ne présente pas de signes, de façon générale. Mais elle transmet à ses enfants de sexe masculin, aux garçons qui vont présenter les signes, qui vont faire la maladie. Donc, si le petit garçon se blesse, il va saigner de façon prolongée. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est généralement à l'occasion de la circoncision que nous découvrons les malades. Quand, évidemment, le bilan n'a pas été fait avant, c'est au moment où on va faire la circoncision que l'enfant va saigner de façon prolongée. Sans arrêt. Sans arrêt, et en ce moment-là, on va découvrir. Jusqu'au décès, parfois. Parfois, jusqu'au décès, malheureusement. Alors, je voudrais rappeler ici que parfois, quand on se rappelle un peu au village, on dit souvent, l'adage disait que l'enfant n'a pas pu supporter le fer quand on l'a circoncis. Malheureusement, il s'agit souvent d'enfants hémophiles. Voilà, c'est l'ignorance.
Donc, pour résumer, c'est une maladie de la coagulation qui va se transmettre de façon héréditaire et c'est la mère qui transmet à son enfant de sexe masculin. Oui, vous l'avez dit, la mère le transmet et pourtant, les femmes ne sont pas hémophiles. D'une façon générale, c'est rare que la femme fasse des manifestations. Dans certains cas, ça va être des manifestations mineures à type de règles prolongées, mais ce n'est pas de l'hémophilie. Ce n'est pas de la même chose que le petit garçon. Et pourquoi elles ne sont pas hémophiles? Alors, c'est lié au mode de transmission. L'hémophilie est liée à une anomalie, à une absence d'une protéine nécessaire à la coagulation. Et il y a deux types d'hémophilie, le type A et le type B. Le type A, c'est la protéine qui est absente, s'appelle le facteur 8. Et le type B, la protéine qui est absente, s'appelle le facteur 9. Et c'est le type A qui est le plus répandu chez nous? Le type A, d'une façon générale, dans le monde même, c'est le type A qui est plus répandu. 85% des hémophiles sont de type A, tandis que 15% sont de type B. Alors, c'est la transmission qui explique que la femme fera rarement l'hémophilie. Parce que le gène qui code pour la synthèse de la protéine se trouve situé sur le chromosome X. Oui. Or, dans l'espèce humaine, la femme a 2 chromosomes X et l'homme a un chromosome X et un chromosome Y. Oui. Donc, lorsque la femme porte le gène, l'anomalie, ayant 2 chromosomes X, c'est un des chromosomes X qui porte l'anomalie et l'autre chromosome est normal. Mais prend le relais. Donc, l'activité compensatrice du chromosome normal va faire que la femme n'aura pas pratiquement de manifestation. Alors que si elle transmet malheureusement son chromosome X malade à son garçon, lui n'ayant pas 2 chromosomes, ayant un chromosome X et un Y, lui, il ne va pas avoir de chromosome X pour compenser l'anomalie, c'est lui alors qui va faire la maladie. Voilà pourquoi ça se manifeste comme ça. Est-ce que de façon inévitable, une femme qui est atteinte dont un des chromosomes X est atteint, est-ce que de façon inévitable, ses enfants, garçons, seront tous contaminés, seront tous hémophiles? Non, heureusement. Heureusement, non. Ça va être un jeu de hasard. D'accord. Voilà. C'est quoi la fréquence ici en Côte d'Ivoire? Alors, je vais vous étonner parce que des études françaises ont montré que c'était 1 cas pour 5000 garçons en France. D'accord, sur 5000 garçons en France, un seul cas d'hémophile. Voilà. Nous avons fait des études, et là je rends hommage à mon maître, le professeur Sangaré, sous la direction de mon maître, nous avons fait des études et on avait mis en évidence que c'est 0,8 pour 1000 en Côte d'Ivoire, donc à peu près 1 cas pour 1000, donc soit presque 5 fois plus fréquent qu'en France. Qu'est-ce qui explique cela? Ben c'est la génétique, c'est le hasard, voilà. 1 cas pour 1000 en Côte d'Ivoire contre 1 cas pour 5000 en France. Donc, ce n'est pas une affection si rare que ça. Oui. Comment ça se manifeste? L'hémophilie se manifeste comment, professeur? Alors, ça se manifeste de la façon suivante. Lorsque le malade va se blesser, le saignement va se prolonger. Toute blessure va entraîner une hémorragie prolongée. Et la circonstance de découverte, comme j'ai dit tout à l'heure, généralement, c'est le petit garçon au moment de la circoncision. Parce que la plaie de la circoncision est une plaie importante. Quand vous regardez la circonférence qu'on coupe, ça donne un saignement important et parfois ça conduit au décès. Nous avons malheureusement dans notre cohorte des enfants dont la fracture est caractérisée par 2 ou 3 décès antérieurs. Donc c'est important comme maladie à considérer d'un point de vue symptomatique. Maintenant, en dehors de ça, il y a 2 signes qui caractérisent aussi l'hémophilie. C'est que le malade hémophile, il saigne souvent dans son articulation. On appelle ça une hémarthrose. Il saigne dans son articulation de façon pratiquement spontanée quand c'est des formes sévères. Le deuxième signe aussi qui caractérise la maladie, c'est qu'il saigne aussi dans ses muscles. On appelle ça hématome. Donc ça, ce sont 2 signes. Quand vous voyez un enfant dont l'articulation s'enfle tout seul, l'articulation devient chaude, douloureuse, avec limitation des mouvements. Jusqu'à la paralysie peut-être. Jusqu'à quand ce n'est pas bien pris en charge, jusqu'à ce qu'on appelle l'ankylose, c'est-à-dire le blocage de l'articulation. Donc quand vous voyez une articulation qui s'enfle de façon pratiquement spontanée, chaude, douloureuse, la première cause à laquelle il faut penser, c'est l'hémophilie. Il y a donc des saignements internes, des saignements externes. Des saignements externes en cas de blessure. En cas de blessure, sinon dans l'articulation et dans les muscles, il peut y avoir saignement. C'est ça. D'accord. Est-ce que ça peut se prévenir, l'hémophilie?
Non, je dirais que ça ne peut pas se prévenir. Il y a des tests qui peuvent être faits chez la femme pour dépister la conductrice. Donc c'est un moyen de prévention. Mais là, quand elle est diagnostiquée, on ne peut rien. Elle transmettra à son garçon si ça doit arriver. Donc c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, par contre, on peut diagnostiquer de façon précoce. Au moment d'aller faire la circoncision, avant 1 an, on peut faire un bilan. Un bilan biologique. Très simple, qui mettra en évidence s'il y a hémophilie ou non. Et s'il y en a, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas circoncire l'enfant? Alors, s'il y en a, ça permettra de faire une prise en charge précoce. Et puis aujourd'hui, et justement grâce à la collaboration avec la Fédération mondiale d'hémophilie et le service d'hématologie clinique de Bruxelles, on peut faire la circoncision chez l'enfant hémophile. Sans problème. Sans problème. Ça doit se faire au bloc opératoire avec l'apport de la protéine qui manque et la circoncision se fera sans problème. Pour cela, il aurait fallu qu'en amont, on sache que l'enfant est hémophile. Voilà. Est-ce que si ça ne peut pas se prévenir, ça peut se guérir? Alors, on va dire, ça peut se guérir. Il y a de l'espoir. Je vous explique pourquoi. Lorsque la prise en charge est correcte et que le diagnostic est fait très tôt, l'enfant est suivi, aujourd'hui, vous avez vu dans le reportage, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle le traitement prophylactique. On peut donner par anticipation la protéine qui manque et ça permet de protéger l'enfant contre tout saignement. Deuxième possibilité, lorsque l'enfant est connu, lorsqu'il a une hémorragie, la transfusion rapide du facteur manquant permet aussi de contrôler l'hémorragie. Donc, ça peut être contenu, géré. Maintenant, est-ce que ça peut se guérir? Guérir, comme c'est une maladie héréditaire, suppose qu'on puisse agir sur le gène. D'accord, sur la conductrice. Voilà. Heureusement, les travaux ont montré qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la thérapie génique, qui est en cours d'essai clinique et qui permet d'espérer qu'en transplantant le gène manquant, on puisse complètement guérir l'enfant. On est au stade expérimental, on est au stade de l'essai clinique, sinon la méthode a été mise en place. Et à partir de ce moment-là, les enfants hémophiles pourront même jouer au foot, faire du sport. Pourront guérir définitivement et faire du sport. Sinon, pour le moment, il faut gérer, il faut connaître le malade, le gérer, apporter le facteur qui manque, s'il saigne, ou mieux, prévenir en faisant ce qu'on appelle le traitement prophylactique. Mais comment on doit traiter cette maladie? Alors, traiter cette maladie, il faut, je vais dire, une prise en charge, on va dire globale. Parce que quand on tient compte des complications, la prise en charge a beaucoup de volets. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à force de saigner dans ses articulations, le malade peut développer des complications articulaires qui vont jusqu'au blocage de l'articulation. Et vous voyez parfois des jeunes gens sur des chaises roulantes. C'est ça, les genoux sont bloqués. Donc, la prise en charge va impliquer non seulement l'hématologie avec la perfusion de la substance qui manque en cas de saignement ou bien même le traitement préventif, mais aussi ça va impliquer le kinésithérapeute pour traiter les articulations. Voilà donc divers aspects de la prise en charge qui est très efficace lorsque l'enfant est connu très tôt. C'est quoi la situation de la prise en charge ici, en Côte d'Ivoire? Alors, merci pour cette question. Ça, on va distinguer 2 étapes. Avant notre jumelage avec la Fédération mondiale, la prise en charge était assurée par les parents. Or, le facteur qui manque, c'est-à-dire le facteur 8 ou le facteur 9, selon le type d'hémophilie, est accessible, est disponible, mais difficilement accessible parce que vous avez le flacon de 500 unités qui fait 150 000 francs. Or, quand vous prenez un adolescent, par exemple, de 60 kilos, il lui faudra au moins 2 flacons s'il saigne. Par épisode. S'il saigne. C'est-à-dire à peu près 300 000 francs par épisode. Donc, vous voyez et pour un adulte? Si vous prenez un adulte de 60 kg, c'est la même chose. 70 kg, vous voyez qu'on sera au-delà de 300 000. Donc la prise en charge est onéreuse. Ça, c'était avant le jumelage. Avec le jumelage, M. Diaby, la Fédération mondiale a mis le facteur qui manque, que ce soit pour l'hémophilie A et l'hémophilie B, totalement gratuitement à la disposition des malades ivoiriens. Ça, c'est dans le cadre d'un jumelage. Mais qui tient dans un temps précis. Qui tient dans un temps précis et justement qui va finir en décembre 2019.
Et à partir du 1er janvier 2020, les parents... Nous devons retourner à la phase où les parents, qui a précédé le partenariat. C'est pour cela que je remerciais tout à l'heure mon ministre, monsieur le ministre, parce que monsieur le ministre nous a réservé un accueil, je vais dire entre guillemets, chaleureux. La promptitude avec laquelle il a reçu l'équipe du service d'hématologie et il nous a promis de nous aider, à travers monsieur le directeur de cabinet, de nous aider à nous insérer dans un programme de prise en charge des maladies rares qui va pouvoir soutenir justement la prise en charge des enfants atteints d'hémophilie. Et ça, ce sont vos attentes? Ce sont nos attentes. D'accord. Et les praticiens aujourd'hui, ils peuvent faire quelque chose pour Non, ces enfants? Je pense qu'en matière d'hémophilie, les praticiens, il faut être humble et penser que la prudence doit faire que ce sont les malades qu'on doit suivre à l'hôpital. D'accord. Parce que tout geste malencontreux, sans bilan et sans précaution, va être source d'une hémorragie importante. D'accord. La sensibilisation, donc, au fil du temps. Voilà. Merci. Professeur Ibrahima Sanogo, chef du service hématologie clinique au CHU de Yopougon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes venu nous parler de l'hémophilie, réalité et prise en charge en Côte d'Ivoire. Merci encore à vous. C'est la fin de ce magazine, c'est également la fin de ce 13h. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Et bon dimanche sur la chaîne qui rassemble.